Dans la grande interview de Smart Tech aujourd'hui, je vous propose une plongée dans le monde des restaurateurs qui ont été secoués par le choc Covid-19, métamorphosés aussi, cette restauration par la poussée des dark kitchens, la confrontation aussi aux nouvelles exigences des clients que nous sommes. Alors comment ça se passe avant que le repas n'arrive à notre table du point de vue de la transformation technologique? C'est le sujet que je voulais aborder avec Rachid El Kansouli. Bonjour. Bonjour Delphine. Bienvenue dans Smart Tech, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général France de Delivrect. C'est une pépite européenne qui a été fondée en Belgique, mais finalement qui a tout de suite pris une dimension européenne, avec 4 fondateurs, un Français, 2 Belges et un Hollandais. Rapide présentation avant qu'on entre vraiment dans le sujet et qu'on comprenne ensemble à quel titre vous partagez votre expertise de ce marché. Donc Delivrect, c'est un acteur de la gestion de commandes automatisée en ligne dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Vous centralisez les flux de commandes, c'est ça, qui arrivent des différentes plateformes numériques? Exactement. Alors le métier de Delivrect, donc la genèse de notre nom déjà, c'est Delivery et Connect. Donc notre métier initialement, c'était de pouvoir centraliser toutes les commandes en livraison directement dans un seul point, un point de vente, donc automatiquement dans la caisse. Donc notre cœur de métier, notre verticale, c'est de pouvoir centraliser et automatiser tous les flux de commandes entrants. Donc ils viennent de quoi? Uber Eats par exemple? Ça peut être toutes les plateformes de livraison, ça peut être des click and collect. Donc on va gérer toutes les commandes entrantes et aussi gérer les menus pour pouvoir s'assurer d'avoir le bon inventaire, les produits disponibles, etc. Donc aujourd'hui, présence dans 40 pays. En France, là, vous affichez 350% de croissance sur les 12 derniers mois. Vous allez nous expliquer, alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce mouvement? 130 millions de commandes au compteur, quand même, déjà, Delivrect. Donc ça veut dire qu'on est sur une tendance de fond aujourd'hui. Ce click and collect, c'est plus exceptionnel ou réservé à certaines activités de la restauration. Effectivement, aujourd'hui, tous les établissements se sont digitalisés par la force des choses avec l'événement, on va dire, Covid ou même par la force de l'évolution de la technologie à leur service. On va retrouver principalement la restauration traditionnelle qui aura fait cet effort de passer sur du digital afin de pouvoir proposer du click and collect quand ils n'étaient pas capables de servir leurs clients. Et c'est pas aller un peu vite que de parler de restauration traditionnelle, puisqu'aujourd'hui tout est métamorphosé? Alors le format traditionnel, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un format hybride. Les restaurateurs se sont adaptés par la force des choses, de par le Covid, de pouvoir continuer de servir leurs clients où qu'ils soient, c'est-à-dire la plupart du temps chez eux. Donc la restauration traditionnelle aujourd'hui reste la restauration à table, qui reste quand même aujourd'hui une part massive de ce marché. Aujourd'hui, on a 175 000 restaurants en France. Sur ces 175 000, on sait qu'il y a environ 50 000 restaurants qui, au quotidien, font de la livraison. Donc ce choc Covid-19, finalement, ils en sortent comment, les restaurateurs? Ils en ressortent un peu secoués quand même. Il faut savoir que l'année même 2021, où on aurait pu s'attendre à plus de constance par rapport à l'activité, ça a été une année quand même en dents de scie. Ouais. Avec de la saisonnalité, avec le retour à table. Donc les restaurateurs ont parfois dû réadapter leur modèle qui venait juste de changer. Donc ils ont été pas mal secoués. Ceci dit, aujourd'hui, on mesure quand même qu'il y a une vraie propension à la rationalisation dans les choix, dans les coûts, dans les achats. Et du coup, les restaurateurs aujourd'hui se sont réorganisés afin d'avoir une offre qui leur correspond et qui correspond à leur clientèle. Là, ce que j'entends, c'est que vous me dites finalement, il y a une maturité déjà qui est arrivée sur ce marché, c'est-à-dire que face aux choix multiples du restaurateur, de la façon dont il peut servir son client, aujourd'hui, il fait des choix rationalisés. Aujourd'hui, il fait des choix rationalisés puisqu'il n'est plus sous la pression de devoir continuer de travailler d'une certaine manière ou fermer complètement son établissement. On va dire qu'on a quand même mesuré des gagnants, même si on ne peut pas forcément les qualifier de gagnants de la crise sanitaire. C'est la restauration rapide qui, dans soi, était déjà dans son ADN adapté au format de vente à emporter et livraison. Donc la restauration rapide en France a gagné 7 points durant juste le cours de l'année dernière. Donc c'est énorme par rapport à un marché qui était, on va dire, relativement tumultueux. Et si aujourd'hui on peut considérer qu'il y a une certaine maturité, c'est aussi tout simplement puisqu'ils ont eu l'habitude de pouvoir prendre en main ces outils, ils ont eu l'habitude aussi de pouvoir évaluer quels étaient les outils pertinents pour eux. Et aujourd'hui, le restaurant sait où se trouvent ses clients. Il n'y a plus, on va dire, cette nécessité à chercher où aller chercher son client. Est-ce qu'il est sur un réseau social? Est-ce qu'il est sur Google? Est-ce qu'il est sur une plateforme de livraison? Oui, donc ça change tout. C'est un vrai avantage, un vrai bénéfice donc immédiat là, de ce que vous nous dessignez comme la transformation numérique. Du côté des clients, les attentes, c'est quoi? C'est d'être servi plus vite, chez soi? Est-ce qu'il y a des nouvelles attentes que vous voyez émerger? Alors, on avait souvent imagé, on va dire, les attentes clients, notamment pour la livraison, avec 2 besoins fondamentaux. C'est j'ai faim, je veux manger, ouais. Et je ne veux pas me déplacer, je veux me faire livrer. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un troisième pan qui est en lien aussi avec le RSE, donc c'est
la responsabilité sociétale des entreprises. Et environnementale. Et environnementale. Ouais. Et qui est de pouvoir comprendre quelles sont les attentes des clients. Donc, c'est pour ça qu'on a réalisé une étude qu'on a rendue publique en début d'année. On a mesuré auprès de 1300 Français et plusieurs milliers d'autres consommateurs à travers le monde quelles étaient leurs attentes en matière d'environnement. Et on s'est rendu compte que... D'environnement lié à la restauration ? Lié aux attentes... Ou à l'alimentation de manière générale ? On a voulu vraiment axer ça par rapport à la restauration, puisqu'on travaille pour des restaurateurs, donc on voulait que ça soit quelque chose de lisible pour eux. Et on s'est rendu compte typiquement qu'il y a toujours entre 5 et 10 points de plus pour les consommateurs français par rapport aux autres consommateurs dans le reste du monde. Sur quoi ? Sur les attentes sociétales, environnementales ? Sur l'environnemental, par exemple. Précisément. Alors, un exemple très concret, c'est quand on demande à un client consommateur français s'il souhaite que la nourriture qu'il a à disposition soit plus de saison, avec des produits plus saisonniers. Aujourd'hui, il va répondre en moyenne à 69%. Les autres consommateurs dans le monde seront à 59%. Quand on lui demandait s'il veut plus de transparence sur ce que le restaurant va communiquer en matière d'efficacité environnementale, d'engagement, les consommateurs à travers le monde sont à 56%, le français a 10 points de plus à 66%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une lecture claire des attentes des Français en matière d'engagement environnemental de la part des restaurateurs. Des attentes spécifiques. Alors ils s'organisent comment, les restaurateurs, une fois qu'ils savent ça ? Parce que ça, c'est une nouvelle problématique à prendre en compte qui n'a rien à voir avec la tech, là, pour le coup. Alors la tech peut aider. On se croirait souvent que la technologie en soi ne rajoute pas de valeur ajoutée sur l'engagement, en tout cas environnemental. Ouais. Mais la RSE, c'est l'environnement, le social et également l'économique. Ouais. Donc nous, on va surtout chercher à promouvoir une technologie qui permet déjà d'accéder à un niveau d'excellence opérationnelle. On va éviter le gâchis, on va éviter les erreurs de commande. On va éviter un petit peu tout ce qui peut être le plus gros dégât, on va dire, des métiers en livraison. Donc une mauvaise communication, in fine, entre le client et le restaurateur. Donc ça, c'était déjà la première étape. On va dire faire le ménage, se dire comment j'arrive à être plus opérationnel et plus efficace et efficient. Et ensuite, il y a également tout l'autre aspect qui est les emballages éco-responsables, réutilisables. Il y a énormément de nouvelles verticales qui sont créées pour permettre aux restaurateurs de suivre cet engagement attendu de leurs consommateurs et de se mettre en ligne avec une vraie stratégie RSE. Et alors, vous nous avez dit que maintenant, il y avait une certaine maturité chez les restaurateurs quant à leurs besoins. Comment vous pourriez les qualifier, ces besoins ? Ils ont besoin de quoi, les restaurateurs, aujourd'hui ? Alors, les restaurateurs ont besoin d'outils selon également leur format. Si demain, vous avez un restaurant qui est une brasserie qui a 350 couverts jour, ou si vous avez un restaurant de service de restauration rapide, évidemment, les besoins seront différents. On va dire que Même si tout ça peut se mélanger, on peut avoir une grande brasserie qui aussi propose de la restauration rapide, du click and collect, de la livraison. Et ça, on l'a vu, notamment avec les grands chefs, même les étoilés, qui proposaient des burgers ou des sandwichs en livraison, puisqu'ils savaient qu'ils avaient cette capacité de toute façon à produire des repas. Et ensuite, évidemment, de pouvoir valoriser leur marque, etc. On va dire que la base de tout ce qui peut exister autour d'un restaurant, déjà, c'est un logiciel de caisse qui aujourd'hui est beaucoup plus connecté qu'il l'était auparavant. Donc aujourd'hui, il y a des normes évidemment fiscales, etc. Mais c'est ce qui permet au restaurant déjà de pouvoir fiscalement fonctionner. Ensuite, en fonction des besoins du restaurant et de ses clients, il y a énormément de briques technologiques qui peuvent être ajoutées. On peut parler de livraison, on peut parler de click and collect, de fidélité, on peut parler de gestion des stocks automatisés, de gestion des promotions automatisées. Et toutes ces briques technologiques, c'est aussi un peu notre métier, c'est de les connecter pour simplifier leur utilisation au quotidien. Et il est comment le rapport de force entre le restaurateur et toutes ces food tech ? Je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp du restaurateur. Il y a énormément de solutions food tech et le restaurant, aujourd'hui, il a le choix. Et généralement, quand on a le choix, on a le pouvoir. Donc, il s'agit pour les acteurs, en tout cas de la technologie, de pouvoir être efficients dans leur proposition. Ça, c'est nouveau, alors ? C'est assez nouveau, mais c'est un rapport de force que nous, on considère assez vertueux. À partir du moment où le client est demandeur et le client a le choix, ça veut dire qu'il y a une obligation pour les solutions techniques de devoir monter en compétences, monter en gamme et améliorer leur qualité de service. Alors vous dites que tout part finalement du logiciel de caisse. Est-ce que là, il n'y a pas un risque de voir ce logiciel de caisse se faire approprier par les GAFAM, par ces géants du numérique qui arrivent avec des solutions de paiement beaucoup plus directes depuis le smartphone, depuis leur propre logiciel ? Écoutez, je pense que les logiciels de caisse n'ont pas attendu en fait, l'évolution. Ils ont été conscients de l'évolution du marché et de l'évolution de leurs besoins de leurs clients, donc des restaurants. Et donc, ils ont déjà pris en compte toute la dynamique et la propension nécessaire à pouvoir connecter leurs caisses aux nouvelles solutions pour être plus pertinents. Et on les aide d'une certaine manière avec ces idées-là et ces innovations-là, justement en leur simplifiant d'une certaine manière la vie, en étant ce pont de data
parce que la data, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'or noir du 21e siècle. Ouais. Et du coup, pour nous, c'est vraiment essentiel de pouvoir, d'une manière absolument sécurisée et efficace, transmettre de la data entre différents acteurs. Donc les logiciels de caisse aujourd'hui sont déjà adaptés Ouais. Ça ne à toutes bouscule ces pas plus évolutions. que ça le marché Pas tellement plus, au contraire. pour les startups européennes. C'est vraiment une opportunité aujourd'hui. On voit, on est sur énormément de marchés, on a 12 bureaux à travers le monde, donc on a la chance aussi de voir des marchés qui sont beaucoup plus mûrs par rapport à d'autres. Ouais. Et fondamentalement, le format se répète toujours d'un marché à l'autre avec des variations évidentes. Mais les logiciels de caisse aujourd'hui ne sont pas en difficulté par rapport aux solutions de paiement innovantes. Au contraire, ils ont déjà pris le pas, peut-être avec des partenariats ou des intégrations. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des tendances émergentes dans la restauration ? Alors, il y a énormément de tendances. Je pense que je ne vais pas vous présenter... On parle beaucoup des dark kitchens. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces dark kitchens ? Elles vont se multiplier ? Elles vont disparaître ? Comment vous voyez les choses ? Alors, par rapport au dark kitchen, je pense qu'il y a deux aspects assez importants à prendre en compte. Le premier, c'est les attentes des clients, d'avoir plus de choix, plus proche de chez eux et avec moins de temps d'attente de livraison. Ce qui est une des raisons pour lesquelles les dark kitchens sont développés. C'est des cuisines satellites qui existent depuis des dizaines d'années. Donc, c'est des cuisines qui n'ont finalement pas de vitrine, pas pignon sur rue, qui sont juste là pour préparer des plats et les servir à domicile. Exactement. Donc, c'est une cuisine qui n'a pas d'accès client, mais qui a juste un accès aux plateformes de livraison pour pouvoir amener la nourriture d'un point A à un point B. Ensuite, dans le format, on va dire, marque virtuelle, on va retrouver les dark kitchens. On va retrouver le format de food court. Alors précisez-nous, qu'est-ce que c'est le food court ? Globalement, c'est une cuisine qui a exactement le même fonctionnement que vous venez de décrire, avec ceci dit, un accès pour les clients. Donc la possibilité pour le client de rentrer dans un espace ou de commander depuis la vitrine, avec une borne de commande ou avec du personnel sur place, et donc de pouvoir ensuite emporter, faire du click and collect, de la vente à emporter depuis cette dark kitchen qui du coup n'est plus du tout dark. D'accord. Et la dernière peut-être évolution qui est beaucoup moins mesurable puisqu'elle n'est visible que sur les plateformes de livraison, c'est les marques virtuelles. Qu'est-ce que c'est une marque virtuelle ? Alors une marque virtuelle, c'est ce que nos amis anglophones appellent une digital native brand. Donc c'est une marque qui n'existe que sur un format virtuel, qui n'a pas pignon sur rue, qui n'a pas d'existence physique, comme une boutique qui n'existerait qu'en ligne. Donc un café virtuel. Un café virtuel qu'on peut commander uniquement via Internet et dont l'offre est uniquement donc, numérique. Il n'y a aucun contact direct de Mais ce n'est pas une enseigne, c'est un repas, un plat. C'est une enseigne. Comment souvent, ça se concrétise ? Dans l'exemple le plus standard, on va dire habituel qu'on va donner, c'est le restaurant de sushi qui a des produits ultra complémentaires pour pouvoir proposer une gamme de pokés. Donc au lieu de garder son enseigne sushi et de rajouter une ligne en bas de son menu, on fait aussi des pokés. Ça va être l'intérêt de créer une marque poké et du coup de scinder les deux propositions pour que le client ait quelque chose de beaucoup plus lisible. Le client qui le midi veut consommer un poké trouvera sa marque poké sans savoir qu'elle est forcément affiliée au restaurant sushi. Et inversement, le samedi soir, cuisine, on va dire, commande un petit peu plus plaisir, exceptionnel, on commande des sushis, on ne peut pas forcément commander un poké. Mais derrière, c'est le même restaurateur. Le même restaurateur, bien souvent les mêmes produits, l'emballage change, le sac peut être le même ou pas, mais au final, c'est les mêmes produits. Et ça, c'est plus intéressant que de le proposer différemment dans sa carte, de créer une marque dédiée. Parce que quoi, à cause des réseaux sociaux, c'est ça ? Alors, on va dire qu'il y a plusieurs... de mode, de tendance Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles créer une marque virtuelle. En réalité, ce n'est pas uniquement par rapport à la proposition sur les plateformes de livraison, même si par rapport à l'algorithme, ça aide énormément d'avoir une proposition sur un monoproduit. Mais il y a également, évidemment, sur les réseaux sociaux. On peut communiquer sur un monoproduit en matière de keywords, donc en matière de mots pour les recherches, en matière d'identité de marque. C'est beaucoup plus tangible pour le client de comprendre directement ce qu'il est en train de rechercher et d'être rassuré de commander via une marque experte et pas une marque qui fait du multiproduit où il risque d'être un petit peu confus. Donc ça, c'est une tendance intéressante pour les restaurateurs qui nous regardent et qui nous écoutent, à mon avis. Je disais que vous étiez une licorne belge. Il y a l'équivalent de la French Tech, là, toute cette émulation autour des startups en Belgique. Alors, la Belgique compte aujourd'hui, malheureusement et évidemment, moins de licornes qu'en France. Ceci dit, c'est un marché qui est assez dynamique. Il ne faut pas oublier quand même que nos homologues et nos cousins belges sont très innovateurs également. Donc c'est un marché de facto qui est plus petit que le marché français. Donc les produits et les services qui vont y être créés vont prendre peut-être un peu plus de temps pour s'étendre. Ceci dit, on a eu la chance d'avoir... ça oblige à penser tout de suite à dimension européenne, j'imagine. Il faut tout de suite penser, c'est partie même de notre fibre, c'est partie de notre ADN, dimension européenne, globale. Il faut qu'on soit aujourd'hui dans une mouvance, on va dire, qui nous permet de proposer nos services à travers le monde. On a plus de 50 nationalités différentes. Donc ce multiculturalisme, d'une certaine manière, fait partie de notre ADN.
Et c'est vrai que le fait de venir de Belgique aujourd'hui, c'est presque quelque chose qui fait lever un sourcil et qui génère de l'intérêt et de la curiosité. Donc c'est plutôt même pour nous un avantage. Levée de fonds de 130 millions d'euros en janvier 2022. Impressionnant. Auprès de qui? Alors, on a différents investisseurs. On a différents investisseurs, des fonds d'investissement, on a également d'autres investisseurs privés qui nous permettent de pouvoir continuer. Européens? Européens et pas que. On a besoin aussi d'avoir une certaine expertise internationale et on s'est rendu compte qu'il faut continuer de tisser ce maillage international pour être légitime aussi sur des marchés comme le marché nord-américain qui est un énorme marché. Également l'Asie et Pacifique avec l'Australie qui est également un énorme marché, ou le Middle East où on a un bureau également à Dubaï. Ce ne sont pas des marchés fermés pour l'instant, on peut encore y accéder? Alors on peut y accéder, on y est déjà. Ouais, Et, il y a de la place? Il y a encore de la place, en fait c'est vraiment quelque chose qui est en évolution constante. Donc on a eu cette levée était essentiellement pour continuer d'innover, pour continuer de pousser nos services, nos produits, pour continuer d'évoluer, mais également de créer de la valeur sur ce qu'on propose. On est en constante évolution, on est en constante on va dire, recherche d'amélioration de notre produit. Et donc, il faut pouvoir continuer cette croissance-là et continuer d'être un service pérenne. C'est notre vision, en tout cas. On n'a pas à vocation à faire ce qu'on fait pour 2 ou 5 ans. On a une vision à beaucoup plus long terme. Alors, il faut que je précise quand même votre parcours, parce que vous n'êtes pas un produit de la tech, vous. Pas du tout. Vous êtes plutôt un enfant de la restauration. Vous avez démarré à 15 ans, c'est ça, dans la restauration? Parcours très classique d'école hôtelière, de BTS en art culinaire, Ouais. de master du coup en hôtellerie-restauration, et ensuite départ à l'international, voyage en Italie. Dans des restaurants étoilés aussi, vous avez travaillé? Restaurant étoilé, j'ai été maître d'hôtel, manager d'un restaurant étoilé pendant une année et demie. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui les plus en pointe justement sur cette transformation numérique? Les étoilés ne brillent pas forcément, je pense, par leur efficience numérique, mais plutôt par leur excellence de service, donc c'est-à-dire leur qualité humaine derrière le service qu'ils veulent mettre en place. Mais je pense que c'est une excellente école quand il s'agit de pouvoir comprendre les attentes d'un client, qu'il soit restaurateur, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, ou que ce soit un client consommateur. Bon, je vous laisse, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous laisse la petite séquence interview express quand même. Donc, je vais vous lancer sur un mot et vous allez répondre aussi spontanément que possible. Ça peut être tout à fait personnel, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas, Rachid. Par exemple, vos rêves. Mes rêves, une bonne question. En matière de rêve, peut-être continuer de comprendre qu'on a un impact positif sur ce qu'on fait. Je pense que c'est important pour les personnes de comprendre ce qu'elles font, pourquoi elles le font. Et je pense que c'est là où on atteint un rêve, quand on a une raison d'être. Et je pense que le rêve n'est pas forcément quelque chose de fou, mais juste de se dire j'aime ce que je fais parce que je sens que ça a un impact et que ça a un sens. Et vous avez des peurs? Pas de peur, je pense que c'est plutôt parfois des doutes. Ça arrive à beaucoup de personnes ou à tout le monde de douter. Ça tombe bien, quelle interrogation vous poursuit? Parfois l'interrogation de se dire est-ce qu'on est sûr d'aller dans cette bonne direction-là, l'interrogation de se dire est-ce que notre service est vraiment pérenne par rapport à une vision qui est celle qui sera les attentes d'un marché, pour tous les engagements écologiques également, ces interrogations-là, de se dire est-ce qu'on en fait assez peut-être. Et alors comment vous voyez la restauration, la prochaine révolution, je dirais, pour les restaurateurs? Alors en France, on a un petit peu la chance d'avoir un plancher assez solide par rapport à ça. On a un petit peu cristallisé cette gastronomie avec notamment son inscription à l'UNESCO. Et depuis que Taïwan a codifié la gastronomie, au final en France, on a cette base solide où on sait qu'on ne quittera pas en tout cas ce format-là. Donc on sait que ça va rester, mais qu'aujourd'hui, on a aussi des nouvelles générations qui arrivent avec d'autres attentes en matière de produits, de consommation, de canaux d'acquisition, donc canaux de consommation. Demain, peut-être que les jeunes voudront commander leur burger sur TikTok. Donc il faut être prêt déjà à ces formats-là. Merci beaucoup. C'était la grande interview de Rachel El-Kansouli, directeur général France de Delivrect. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Lundi, on aura donc de nouvelles discussions sur la tech. Très bon week-end.